Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Olivier Maguin. Bonjour Monsieur Confilet. Donc président réélu des FDF, les fédéralistes démocrates francophones, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, on y reviendra peut-être en fin d'interview, mais d'abord les FDF, réélection haut la main, plus de 6 électeurs sur 10 parmi les militants qui s'étaient réunis hier. C'est un peu la Corée du Nord les FDF ou pas? Non, parce qu'il y avait des candidats solides et sérieux en compétition. D'ailleurs, bon, c'est un beau score, mais ce n'est pas un score stalinien, comme on pourrait le dire ailleurs. Et ça n'a pas été des candidatures arrangées. Il y a d'autres partis ont fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul candidat, ou quand il y en a un autre, il n'est pas vraiment un challenger. Donc là, il y avait une vraie compétition. Il y avait une vraie compétition avec des enjeux clairement définis par chaque candidat. Et je salue la manière dont cette compétition s'est organisée. Ouais. Elle a été à la loyale et avec beaucoup de volonté de franchise entre nous. Et c'était très bien. C'était un moment nécessaire dans la vie du parti. Mais vous êtes président depuis 20 ans. Hein, c'est la 7e élection, si je ne me trompe pas. C'est un nouveau mandat de 3 ans. Et on se dit bien que dans 3 ans, vous pourriez de nouveau être candidat. Vous êtes un peu président à vie des FDF. Non, non, je vous rassure. Je comptabiliserai plus d'années de ma vie sans être président de mon parti que d'années où j'aurais été président de mon parti. Donc là, il faut qu'on sorte des calculettes pour trouver la date à laquelle vous allez arrêter. À quel moment précis. Non, laissons venir la vie telle qu'elle est et puis n'en faites pas. Il y a d'autres qui se préparent. Et dans 3 ans, on sera à la veille d'élections importantes. Vous serez de nouveau candidat ou pas? À Woluwe-Saint-Lambert, à coup sûr, oui. Ouais. Et à la présidence du parti, vous avez très bien compris la question. Que voulez-vous que je vous dise? Totalement imprévisible, tout ça. Ouais. Alors, 4 électeurs sur 10 n'ont pas voté pour vous. Ils ont choisi Christophe Magdeleins ou Bernard Clairfailly. La grande difficulté dans une élection interne, c'est évidemment de réunifier le parti juste après. Quelle place ils vont avoir, vos 2 challengers? D'abord, participer pleinement à la réflexion quant à l'avenir du parti. Donc ils ne seront pas mis sur le côté, vous allez les consulter. Oui, bien entendu. Mais vous savez, ça c'est toujours fait dans l'histoire du parti. C'est pas une affaire récente. Alors chacun a son style, chacun a sa personnalité. Christophe Magdeleins, ça a été une vraie et très très bonne révélation de cette campagne interne. Bernard, on le connaît avec son profil, ses compétences, son rôle de bourgmestre d'une grande commune bruxelloise. Tout ça doit être mis au profit d'objectifs renouvelés du parti et j'y veillerai. Oui, quand tous les deux, Christophe Magdeleins et Bernard Clairfailly, disent oui, on n'a peut-être pas assez de démocratie interne, Olivier Maguin a un peu tendance à décider de tout seul, ce sont des critiques que vous acceptez ou pas? Par définition, un président porte le meilleur comme le moins bon. Et donc, j'accepte de porter le moins bon aussi dans le fonctionnement d'un parti. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je crois que si nous avons bien réussi depuis que nous sommes sortis du MR, c'est peut-être parce qu'on était bien organisés. Ouais. Alors, il y a plus de 20 ans déjà, je pense, hein, Bernard Clairfailly, autant des jeunes FDF, étaient déjà candidats contre vous, exact? Oui, c'est un vieux compagnonnage, Bernard et moi. C'est votre meilleur ennemi? Non, c'est un vrai compagnon de route, comme avec Didier, comme avec tant d'autres. Maintenant, il a la préoccupation de faire monter une nouvelle génération. Elle est déjà en responsabilité. Cécile, comme secrétaire d'État, Cécile Jodogne, Emmanuel Deboc, Michael Vossart et tant d'autres auront des responsabilités, auront des responsabilités. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand on voit Emmanuel Deboc et puis cette fois-ci Christophe Magdeleins, l'élection présidentielle, ça sert à faire émerger des nouvelles pousses. Ça sert à préparer l'avenir et incontestablement, on voit qu'il y aura à une prochaine élection déjà quelques beaux défis, quelques belles compétitions internes. Alors, FDF, le sigle est connu. Vous allez le changer ou pas? Pas moi qui le déciderai. On en discutera en interne. C'est vrai que c'est un vieux débat latent. Est-ce qu'il faut le faire évoluer pour montrer justement que nous sommes ce parti libéral social? Vous avez déjà fait un changement. Hein. On est passé de Front démocrate des francophones à fédéraliste démocrate francophone. Bon, c'est vrai qu'il y a un fort attachement affectif aussi, que c'est normal. Les militants. En plus, c'est efficace sur le plan de la sonorité. FDF, ça sonne incontestablement. Donc, ce ne sera pas facile si on envisageait de. Vous l'avez envisagé pendant la campagne interne. Hein, oui. Moi, c'est un débat que je crois qu'il faut que l'on vide, qu'on va vider au cours de cette année-ci. Je crois qu'il faut faire un choix définitif cette année. Je n'ai pas d'a priori. Je veux que ça soit fait en interne. Ce sera notamment peut-être une émission que je confierai à un de mes compétiteurs. Donc, Christophe Magdeleins ou Bernard Clairfailly pourraient avoir cette mission-là, de réfléchir au nom. Bien entendu. Ouais. Si on change le nom, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec l'image qu'on donne aujourd'hui du parti? Parce qu'il y a des évolutions dont nous sommes nous-mêmes porteurs. Quand nous sommes aujourd'hui le seul parti à affirmer l'importance du libéralisme social, c'est-à-dire concilier, certes, une dynamique économique de création d'activités, mais aussi une solidarité forte, parce qu'une société harmonieuse ne se construit pas dans l'égoïsme, je crois que ça doit se traduire dans la communication.
Le sigle est un des moyens de communication. J'ose une autre hypothèse, Olivier Minguin. Est-ce que FDF, le sigle n'est pas trop attaché à Bruxelles et au terrain communautaire quand on veut se développer en Wallonie et vous rencontrez cette difficulté? Bien entendu que c'est une réalité au départ bruxelloise. Est-ce que les Wallons se disent moins francophones? Je ne le crois pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi ajouter une valeur liée à notre dimension socio-économique? C'est la réflexion que nous avons. Ouais, et donc la Wallonie, ça reste le terrain d'expansion des FDF? Naturellement, mais je vois d'ailleurs arriver les nouveaux adhérents, je vois les sections qui se créent. Je suis très confiant pour notre avenir en Wallonie, même si c'est du travail d'abord. Il faut aller expliquer ce qu'est notre projet politique. Et là, je crois qu'en effet, des gens comme Bernard Clairfailly, comme Didier, comme tous ceux qui font l'animation de ce parti, sont de bons porteurs de messages. Alors, 3 présidents régionaux ou locaux pour la périphérie, Christian Van Hecken, pour Bruxelles, Caroline Persson, vous l'avez dit, pour la Wallonie, Hugues Lannoy. À quoi ça sert? C'est une question d'organisation interne, de décentralisation. Ils auront une visibilité. Quand vous interrogerez le parti sur des enjeux strictement régionaux bruxellois, Caroline sera votre porte-parole et vous aurez le plaisir de l'inviter. Alors, on connaîtra ce soir la réponse des partenaires sociaux au gouvernement fédéral à propos du dossier des prépensions. Est-ce que, en revoyant sa copie, le gouvernement Michel a fait un pas dans la bonne direction? Non. Non, parce que je crois qu'il y a quand même une grande tradition de concertation sociale et de respect mutuel entre partenaires sociaux, et que quand ils concluent un accord, les politiques acceptent que cette force et cette dynamique historique en Belgique soient préservées. Or, si aujourd'hui le gouvernement de Wever-Michel n'en veut pas, c'est parce que, notamment du côté de la NVA, tout ce qui peut miner ce qui constitue quand même encore des ferments d'unité dans ce pays, et le consensus social en est un, doit être affaibli, anéanti. Et donc la remise en cause d'un accord entre partenaires sociaux par le gouvernement de Wever-Michel est un mauvais signal. C'est cette évaporation de l'État. Et vous avez vu que le chef de groupe NVA à la Chambre, Hendrik Veuil, disait « Nous y travaillons, nous continuerons à espérer l'évaporation de l'État belge ». Est-ce que ce n'est pas logique que le gouvernement gouverne, qu'il consulte parfois les partenaires sociaux, mais qu'il a in fine le dernier mot? Quand les partenaires sociaux n'ont pas d'accord entre eux, que le gouvernement fasse des arbitrages est une chose. Quand, dans un climat social difficile, il y a un accord, un gouvernement qui veille à préserver la paix sociale ne ruine pas l'accord. Ouais, même si sur le fond, il n'y aura pas de rétroactivité, donc ceux qui sont déjà prépensionnés garderont les mêmes règles, et pour les futurs, on parle d'une mise à disponibilité à géométrie variable. Enfin, du charabia que Didier Gauzoin a bien décrit comme étant irréaliste, mais indépendamment de la réalité ou pas de la mesure gouvernementale, quand les partenaires sociaux ont la capacité d'apaiser les conflits sociaux en trouvant un terrain d'entente, un gouvernement responsable préserve cette unité et cette entente sociale. Ouais. Si les syndicats calent sur la contre-réponse du gouvernement, on est reparti pour des tensions qui sont négatives pour tout le monde. C'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le souhaiter ni de le susciter. Et je crois qu'il ne faudrait pas se précipiter tout de suite dans des mouvements sociaux. Mais on voit bien qu'il y a une forme de cynisme dans le gouvernement actuel de Wever-Michel, qui est en train de user la patience de celles et de ceux qui veulent encore avoir une chance, une réussite d'un projet social et économique pour ce pays. Et ça, je dis attention, vous ne pouvez pas vous mettre comme gouvernement à dos et le patronat et les syndicats. Ouais, ça veut dire qu'on va vers une mise à disponibilité des chômeurs ou des prépensionnés différents d'une région à l'autre. C'est possible? C'est la logique, malheureusement, résultant de la 6e réforme de l'État. Moi, Est-ce que c'est pas bien que les francophones, avec leurs propres règles, leurs propres difficultés, soient maîtres de leurs propres affaires? Sur le marché de l'emploi, tout ça est microscopique. Régionaliser pour régionaliser n'a jamais été mon obsession. C'est assez étonnant de voir que finalement, ceux qui prétendent faire du socio-économique ont fait de l'institutionnel à rebours et en desservant peut-être la dynamique socio-économique de la Belgique. Mais enfin, bon, ça, c'était leur choix au moment de la 6e réforme de l'État. C'est une grave erreur, mais je n'ai eu de cesse de le dénoncer, et on le découvre dans d'autres domaines. Mais plus fondamentalement, puisque aujourd'hui, la concertation sociale est encore au niveau fédéral, il ne faut pas la ruiner. Et ce que cherche la NVA, c'est mettre à mal la concertation sociale au niveau fédéral, parce qu'elle voudrait aller, en effet, vers des concertations sociales purement régionalisées et totalement autonomes d'une région à l'autre. Ce n'est pas mon choix de fédéraliste. Fédérer, c'est unir. Ouais, vous n'observez pas quand même que la NVA met de l'eau dans son vin et qu'elle est progressivement en train de devenir un parti de gouvernement et peut-être un parti comme les autres? Elle a une méthode insidieuse pour affaiblir systématiquement ce qui peut encore servir de fondement à cet État.
elle le fait avec la concertation sociale, elle le fait dans les politiques régaliennes quand on voit les contraintes qui sont imposées à un certain nombre de services publics. Ça veut dire que les autres partis de la coalition, le MR, le CDNV, l'OpenVLD sont aveugles? On voit le mal-être du CDNV, on voit que le MR commence à s'interroger sur son profil socio-économique. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la NVA carte la dragée haute ou assume un leadership au sein du gouvernement et de la majorité gouvernementale. Le concurrent des FDF sur le plan électoral, c'est qui? C'est le mouvement réformateur ou c'est le CDH? Non, c'est l'ensemble des partis qui sont présents sur la scène politique. Moi, je n'ai pas aujourd'hui... Ça, c'est un peu une réponse langue de bois. Non, pas du tout, je n'ai pas de cible privilégiée. Je dis que le MR a commis une grave erreur dans son alliance avec la NVA, qu'il est en train de déstabiliser le pays. Mais indépendamment de ça, si nous avons notre dynamique avec notre discours propre, c'est parce que nous croyons que tout simplement l'offre des autres partis n'est pas en attente ou en réponse des attentes de la population. Alors il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je m'adresse au bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. La menace terroriste qui redescendrait au niveau 2, ce serait une bonne nouvelle pour le bourgmestre et pour la zone de police? C'est en tout cas pour les priorités dans les missions de service police incontestablement. Aujourd'hui, vous savez que dans une zone de police comme la mienne, on a supprimé tout ce que j'appelle la police de proximité. Plus de brigades cyclistes, plus de brigades canines, plus de patrouilles pédestres. Enfin bref, tout ce qui fait la mission première d'un service de police zonal, communal, tout ça est supprimé pour le moment. Donc c'est vrai que la descente de niveau serait un acquis. Maintenant, ça ne veut pas dire que la vigilance va être abandonnée, que du contraire, on sait que malheureusement, un acte de terrorisme peut survenir à tout moment, en tout lieu. Ouais, et pour l'instant, c'est le fédéral qui prend le surcoût en charge, donc financièrement, il n'y a pas d'impact? Il y a toujours des conséquences en heures supplémentaires, il y a toujours des conséquences en termes de réorganisation des effectifs. Nous verrons ce que le fédéral nous allongera exactement comme enveloppe budgétaire complémentaire. Mais je dirais que si on doit contribuer à la sécurité, même au départ des finances communales, même si c'est dur, s'il y a un complément qui doit être assumé, au nom de la solidarité entre tous les niveaux de pouvoir, là, je ne vais pas jouer la compétition entre partis. Sécurité des citoyens, solidarité des pouvoirs publics. Une dernière question. On a vu un reportage sur les caméras de surveillance. Il y en a de plus en plus à Bruxelles. Il y en a sur votre commune. Les caméras intelligentes que l'on présentait comme étant une nouveauté à Molenbeek, qu'on a ça dans la zone de police Montgomery. Et ça porte ses fruits? Oui. Honnêtement, moi j'étais par exemple assez prudent sur le placement des caméras, toujours le respect de la protection de la vie privée, pas volonté d'avoir une société comme ça de contrôle partout, mais je reconnais qu'en termes d'efficacité pour le suivi d'une certaine forme de criminalité, en certains lieux, c'est très efficace. Merci Olivier Minguin d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Marc Goblet, le secrétaire général de la FGTB, qui nous dira comment le syndicat socialiste se comporte avec le dossier prépension. À demain.